Salut camarades, retour du côté des flibustiers et cette fois-ci, toujours au XVIIe, on va parler du plus célèbre d'entre eux qui peut se vanter d'avoir accompli le plus grand exploit flibustier, tous âges confondus. Même ceux qui ne sont pas fans d'histoire le connaissent puisqu'on retrouve son nom jusque sur les bouteilles de rhum, ce qui implique qu'à défaut d'aimer l'histoire, vous êtes une poche. Il s'agit du capitaine Henry Morgan, rendu célèbre pour ses nombreuses, spectaculaires, sanglantes et fructueuses expéditions. Il est difficile de démêler sa jeunesse, que ce soit entre les racontards de marins, les zones d'ombre, etc. Né en 1635 dans le comté de Monmouth, pourtant fils de bonne famille, puisque son père est gentilhomme gallois, il devient assez vite tenté par autre chose que le morne pays de Galles, et on le comprend à chouïa. Le voilà donc tout jeune embarqué pour les îles, pour la Barbade précisément, en 1658, en tant qu'engagé, bien sûr, mais il est assez probable qu'il soit vite devenu autre chose, que ce soit vagabond, boucanier, voire carrément brigand. Oui, parce que vous allez vite vous en rendre compte, il est loin d'être Jojo, le gallois rouquin. À la Barbade, Exmeline, auteur d'histoires des aventuriers qui se sont signalés dans les Indes, qui naviguera plus tard avec Morgan, nous dit qu'il reste assez peu, quelles que soient ses activités. En effet, comprenant vite les rouages de la flibuste, il constate que les flibustiers ou apprentis flibustiers se dirigent plutôt vers la Tortue française, soit vers Port-Royal anglaise. Il s'embarque donc à son tour pour ces îles, où il s'avère que faire du bénéfice sans être trop regardant est beaucoup plus facile, voire même est carrément encouragé. Mais c'est à Port-Royal qu'il s'installe finalement, de par sa nationalité certes, mais aussi de par son instinct. Et il a bien raison. Port-Royal, en Jamaïque, enlevé aux Espagnols par les Anglais en 1655, donc fort peu de temps avant, a bien plus de place et d'avenir pour ses ambitions que la très modeste Tortue. Le port y est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond, et si la position de la Tortue est stratégique, eh bien celle de la Jamaïque l'est tout autant. Toutes les principales positions espagnoles sont à portée de main, que ce soit Cuba, le Mexique, le Panama, le Venezuela ou encore Saint-Domingue. À Port-Royal, donc, selon la légende, très fort au jeu ou très tricheur, ce qui lui ressemblerait assez aussi, il gagne de quoi s'acheter un petit navire avec lequel il va faire un tour du côté de Campeche, histoire de bien commencer quelque part. On le voit ensuite en 1665 participer à une expédition sur les côtes du Yucatan avec les capitaines Jackman et Morris, où, pourtant le plus jeune des trois, il prend assez vite le pas sur les deux autres. Et lors de cette expédition, les Indiens locaux détestant les Espagnols leur parlent d'une riche cité, Granada, sur le lac Nicaragua, la fameuse ville qui entra François l'Olonnais 2 ans plus tard. Avec ses 3500 âmes, ses 7 églises et ses nombreuses richesses, elle fait frissonner d'envie les flibustiers, et surtout Morgan, qui compte bien ne pas se limiter toute sa vie à de petites opérations flibustières à 2 ronds. Si les 2 autres capitaines sont un peu moins chauds, il les convainc assez vite de suivre les Indiens avec une centaine d'hommes sur des pirogues. Vous vous souvenez sans doute de la galère que ça a été pour François l'Olonnais. Eh bien, à l'inverse, Morgan et ses gars remontent le rio San Juan sans souci, traversent le lac Nicaragua, s'emparent de la ville en défaisant les Espagnols sans aucun problème par surprise, et ensuite raflent tellement de butin qu'ils sont obligés d'en laisser plus de la moitié, faute de pirogue. Le succès est tel que la nouvelle les précède et qu'ils sont accueillis en héros sur les plages de Port-Royal. Et Dieu sait que ce ne sera pas la dernière fois. Après ce triomphe qui assoit sa réputation, il se met au service d'Edward Mansfield, ou Mansfeld, un illustre flibustier corsaire anglais de l'époque qu'on a quasiment tous oublié. Certains disent même que Morgan devient vite son second. Partis ensemble en 1666 pour aller piller Curaçao, grosse colonie hollandaise dont comme Morgan vous connaissez le nom sans forcément aimer l'histoire, bande de soifards, ils vont finalement capturer l'île espagnole de Santa Catalina, sans y faire beaucoup de butin, mais y instituant pour peu de temps une colonie flibustière. Si Morgan se démarque assez peu dans cette aventure, il montre déjà cependant que, s'il n'est pas excellent navigateur, puisqu'on lui connaît plusieurs naufrages et qu'il considère lui-même les navires comme de bêtes moyens de transport, eh bien à l'inverse, c'est un meneur d'hommes accompli, et il excelle, comme on le verra, dans la conduite d'expéditions terrestres. Morgan est en effet si bon qu'en 1667, le gouverneur de Port-Royal le fait amiral des flibustiers jamaïcains, à la place de Mansfeld qui vient de disparaître. Fort de ce titre, il commence à voir les choses en grand pour écrire sa légende, parce que ce que vous avez vu jusque-là n'était que des broutilles. En 1668, il réunit 3 ou 4 navires, avant de rencontrer dans les cailles de Cuba d'autres flibustiers acceptant de le suivre. Au total, ils sont environ 700, 450 anglais, 250 français. Avec toute cette flotte, il longe la côte cubaine, avant de débarquer avec ses hommes pour aller à pied piller Puerto Príncipe, ville prétendument riche de la vente des cuirs. Le problème, c'est qu'entre eux et la ville se dressent 800 soldats espagnols. Mais ils vont se faire défoncer. Bah ouais, nul n'est meilleur au tir, au combat rapproché et à la guérilla
qu'un flibustier. Et Morgan particulièrement sait très bien les galvaniser. Malheureusement, Puerto Principe n'est pas aussi riche qu'on le dit. Morgan a beau entasser les habitants dans une église sans eau, ni nourriture, ni sortie, et torturer violemment certains d'entre eux, il n'y a pas de rançon à en tirer. À peine, selon certains, la viande et les cuirs de 500 bœufs. Habitué à des exploits comme celui de Granada, Morgan est furieux. Le butin ne rapporte ici que 50 à 80 pièces de 8 par tête. C'est dérisoire. Et les hommes aussi sont mécontents. Lors du partage à l'île à Vache, plage prisée des flibustiers près de Saint-Domingue, beaucoup de Français s'en retournent carrément à la tortue, abandonnant Morgan, que la chance semble avoir délaissé, comme la plupart des capitaines au début prometteurs. Sauf que lui, il n'est pas du genre à abandonner. En effet, le terrible Gallois ne compte pas en rester là. Drapé dans son orgueil froissé à Puerto Principe, il se met à convoiter l'inimaginable. Portobello, petit bled sans grand intérêt 300 jours par an, mais qui, une fois l'an, voit arriver l'immense cortège de mulets transportant tout l'or et l'argent des mines du Chili et du Pérou, avant que cette fortune n'embarque pour l'Espagne, fortement escortée par la formidable Carrera de Indias. Cette ville a rendu fou plus d'un aventurier, et le grand Sir Francis Drake lui-même est mort dans sa baie, attendant patiemment que les galions espagnols chargés de richesses en sortent. Et d'ailleurs, pour les amateurs de plongée, son cercueil de plomb serait toujours dans la baie. Morgan n'échappe donc effectivement pas à cette folie. En mai 1668, il vante tant et si bien les monceaux de richesses de cette ville qu'il réussit à réunir entre 9 et 11 navires et 5 à 600 hommes. Après s'être ravitaillé en pillant les côtes de Cuba, il fonce droit sur l'isthme de Panama, où il débarque en juin. Il s'approche ensuite, avec 420 à 480 hommes, silencieusement par la forêt, de San Jerónimo, l'un des 4 forts défendant Portobello. Surprenant et égorgeant les sentinelles, il s'en empare discrètement et aussitôt après le fait sauter avant de lâcher ses hommes dans les rues de la ville où ils vont épouvantablement massacrer, violer, mutiler, selon certains, jusqu'aux enfants même. Après Puerto Principe, c'est une nouvelle page de la sanglante légende de Morgan qui s'écrit dans ces rues. Mais la ville n'est pas prise pour autant. Il reste encore 3 forts, et celui des Santiago de la Gloria bombarde alors la ville, n'épargnant pas plus ses habitants que les flibustiers. Ceux-ci ont beau se ruer sur le fort, ils résistent, et les Espagnols bien installés les tirent comme des lapins. On prétend alors, mais vous connaissez les exagérations d'usage, que Morgan, terriblement pragmatique et cruellement stratège, envoie alors chercher les moines et religieuses des couvents de la ville pour les forcer à se tenir en première ligne, à installer les échelles et ensuite les utiliser comme boucliers. Les religieux, pas les échelles. Bon, apparemment ça n'a pas empêché les soldats espagnols de tirer pour autant, mais ça permettra tout de même aux forbans de s'emparer du fort pour ensuite ripailler toute la nuit. Portobello est gagné, malgré les autres forts, et le butin s'élève déjà à la rondelette somme de 250 000 pièces de 8. Mais on est bien loin des montagnes d'or et d'argent espérées. Soit Morgan s'est trompé dans ses calculs, soit ses indicateurs lui ont menti. Mais il ne s'arrête pas là pour autant. Après avoir extorqué le moindre denier possible aux habitants grâce à moult tortures toujours plus spectaculaires qui contribueront elles aussi à sa sinistre réputation, il se met à demander une rançon supplémentaire pour l'ensemble de la ville. 100 000 pièces de 8, sans quoi il la cramera intégralement et massacrera ses derniers habitants. C'est le gouverneur de Panama, Juan Pérez de Guzmán, qui finit par payer la mort dans l'âme, non sans avoir d'abord menacé les pirates, puis carrément envoyé une troupe pour les déloger. Je vous raconte pas l'état de la troupe. La légende veut que par dépit et par curiosité, Guzmán aurait demandé à voir avec quelles armes les flibustiers avaient réussi à s'emparer de l'imprenable Portobello. Morgan aurait alors envoyé un fusil et une balle, promettant de venir montrer comment s'en servir à Panama même un an plus tard. Bravade folle quand on sait combien Panama était inaccessible et largement mieux défendu que Portobello, qui elle-même était déjà largement fortifiée. Le retour à Port-Royal est une fois de plus triomphal. On dit que Morgan revient avec 70 à 100 000 livres de butin, ce qui laisse la part de chaque homme à 120 livres, 6 à 10 ans de salaire d'un marin. D'autres sources disent qu'en pièces de 8, chacun en rapporte à peu près 650, ce qui me paraît un chouïa trop énorme, mais pourquoi pas. Dans tous les cas, cette opération reste excessivement rentable, et elle permet, comme toutes les autres expéditions de Morgan, l'essor de la toute jeune colonie jamaïcaine, qui du coup le considère de plus en plus comme le héros national. Mais il n'est même pas encore à son max. En février 1669, après plusieurs péripéties, dont une fête trop arrosée où un forban bourré fait sauter la cale d'un navire en rentrant dans la Sainte-Barbe avec une mèche, projetant ainsi Morgan et ses officiers à la flotte et tuant dans les 350 lascars, ce qui est quand même une belle grosse connerie, Morgan réussit à réunir 8 navires et 500 hommes. Et il a pour objectif d'aller piller Maracaibo,
marchant ainsi dans la trace de beaucoup d'autres, notamment évidemment celle de François l'Olonnais en 1666. Parmi son expédition d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont déjà participé à celle de l'Olonnais, notamment Pierre le Picard. Ils se mettent donc tous en route et se dirigent vers la lagune, dont ils arrivent bientôt en vue. Contrairement à l'Olonnais, ils ne rencontrent aucune résistance de la part du fort de la Barra qui en garde l'accès. Mais malheureusement, pour le coup comme la dernière fois, la ville est bel et bien déserte. L'épouvantable souvenir de François l'Olonnais est passé par là. La population s'est en effet barrée avec ses richesses, et qui plus est depuis le dernier passage des flibustiers français, il est probable qu'elle n'a même pas vraiment eu le temps de se refaire. L'expédition ne part donc pas très bien. Mais peu importe, comme la dernière fois, on va directement à Gibraltar. Sauf que Gibraltar est tout aussi vide, l'échec semble donc total. Mais vous connaissez Morgan maintenant, vous savez qu'il n'abandonne jamais. Refusant de rentrer les mains vides, il fait battre la campagne pendant 5 semaines à la recherche de survivants. Et ainsi, de torture en torture comme d'habitude, on finit par réunir un butin certes 4 fois moindre qu'à Portobello, mais qui reste quand même honorable. Enfin honorable, si on écarte les moyens avec lesquels on l'a obtenu, évidemment. Sur ce donc, on s'apprête à repartir. Et c'est là que l'expédition banale va devenir légendaire. En effet, le 23 avril, une vilaine surprise les attend à la sortie du lac de Maracaibo. 3 frégates espagnoles, la Magdalena, 38 canons, le San Luis, 26 canons, et la Marquesa, 14 canons. Par rapport aux flibustiers, c'est une énorme puissance de feu, et si le tirant d'eau de ces monstres ne leur permet pas d'entrer dans la lagune aux eaux peu profondes, ils en gardent néanmoins parfaitement la sortie. Les flibustiers sont faits comme des rats. Morgan ne se laisse pas démonter, il menace de cramer Maracaibo et de massacrer ses prisonniers si on ne le laisse pas partir. Mieux, il demande carrément 20 000 pièces de 8. Évidemment, l'amiral Don Alonso l'envoie gentiment bouler, il sait parfaitement que sa puissance de feu est suffisante pour faire de la flottille flibustière un joli petit tas de petits bois. Mais il connaît pas Morgan. Dans la nuit du 3 au 4 mai, la flottille flibustière tente l'assaut, avec en tête non pas l'un des 3 gros vaisseaux de Morgan comme on pourrait s'y attendre, mais un autre, plus petit, qui porte néanmoins le drapeau amiral, indiquant que c'est Morgan lui-même qui le dirige. Les Espagnols, distinguant à son bord canons et marins dans la pénombre, pensent donc que Morgan vient leur donner une leçon d'honneur en voulant vaillamment aborder la puissante frégate Magdalena, et du coup ils le laissent approcher. Ils vont quand même pas recevoir une leçon de courage de la part d'un vulgaire pirate. Ah ils auraient mieux fait de pas être à cheval sur leurs principes, c'est sûr. Le navire, c'est un brûlot, il est donc rempli de goudron, de poudre, de mannequins, de faux canons, et il est tout prêt à exploser et à incendier les navires visés. Et en effet, aussitôt en contact avec la Magdalena, les quelques flibustiers volontaires à bord le font sauter avant de se barrer à la nage. Et dans la panique ensuite, puisque le chaos est total, il y a 2 des navires espagnols incendiés qui vont être totalement perdus, tandis que le 3e est carrément capturé par les flibustiers. C'est une victoire époustouflante pour Morgan et une défaite cuisante pour l'Espagne. Mais ce n'est même pas tout. Malgré sa victoire, Morgan ne part pas. Non, il revient à Maracaibo. Ce qui est une folie, puisqu'entre-temps les Espagnols survivants, dont leur amiral Don Alonso, occupent le fort de la Barra et peuvent désormais bombarder sévèrement les flibustiers s'ils tentent de sortir de la lagune. Morgan est donc retombé dans le piège dont il avait réussi brillamment à s'extirper dans un premier temps, et de son propre gré en plus. C'est complètement con. Pourquoi ? Parce qu'on lui a pas donné ses 20 000 pièces de 8. D'aucuns trouvent ça fou, mais vous l'avez compris, c'est un malin. Vers la fin mai, ayant obtenu sa rançon de la part des habitants un petit peu moins rétifs devant son dernier coup d'éclat, il envoie ouvertement des flibustiers faire le tour de la forteresse, étudier ses faiblesses, abattre des arbres, etc. Il semble alors évident que Morgan n'a d'autre choix que de s'emparer de la forteresse par la terre comme il l'a fait à Portobello, vu qu'il est bon commandant terrestre, avant de pouvoir s'enfuir par la mer. Ce qui laisserait donc à Don Alonso la possibilité de massacrer un bon paquet de forbans et donc de rattraper son coup. L'occasion étant trop belle, l'amiral fait donc pointer tous les canons disponibles vers la forêt. C'est ainsi que dans la nuit du 30 mai, tandis que les Espagnols attendent de pied ferme une attaque terrestre de la part des flibustiers, ceux-ci ont en réalité rejoint en toute discrétion leur navire et quittent la lagune devant une forteresse impuissante dont les canons sont dirigés vers la forêt. Parti pour une expédition peu fructueuse, Morgan revient avec un butin de 150 000 pièces de 8, mais il a aussi coulé 2 frégates espagnoles, capturé une 3e et ridiculisé un amiral espagnol dans son fort. Le tout sans presque subir de pertes. Un triomphe de plus à son actif qui va vite devenir une nouvelle légende. C'est sûr qu'après ça, il est difficile de l'imaginer faire mieux. Mais ce serait mal de connaître.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Un immense merci aux tipeurs, vous êtes de plus en plus nombreux, et de plus en plus donc fidèles, j'ai déjà dit ça la dernière fois, mais c'est vrai qu'il y en a quand même parmi vous qui sont là depuis longtemps, donc un immense merci. Si vous en avez envie, vous aussi, si vous en avez les moyens, vous pouvez me faire un don sur le site Tipeee, mais il n'y a rien d'obligatoire. Sur ce, camarades, la prochaine vidéo, je pense que ce sera donc la deuxième partie de la vie d'Henry Morgan. Après ça, comme je l'avais dit sur les réseaux sociaux, j'ai une trilogie en tête que j'aimerais bien faire, mais je n'en dis pas plus parce que à chaque fois que je dis un truc, généralement je ne m'y tiens pas, donc je vais éviter de dire ça. Sur ce, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos à venir. Et sur ce, camarades, passez une bonne fin de journée et à bientôt.